Tu ignores ce que c'est, n'est-ce pas? C'est de l'or aztèque. Et cet or, les dieux païens l'ont protégé par une terrible malédiction. Notre quête a duré 10 ans. Nous avons retrouvé jusqu'à la dernière pièce, à l'exception de celle-ci. Poupée. Ce Jack Sparrow, il nous a parlé du Black Pearl. Faites-lui une offre, il peut nous y conduire. Vous oubliez votre place. Vous n'êtes qu'un forgeron. Ça. Et yo tout le monde, c'est Jarod, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvelle rétrospective sur l'un de mes films préférés. C'est une saga que tout le monde connaît, qui a été produit par Disney, avec un producteur très connu qui s'appelle Jerry, qui a fait d'autres très grands succès comme Armageddon avec Bruce Willis. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo et sur la miniature, on va parler de Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl, soit Pirates des Caraïbes 1, le premier volet de cette saga qui est quand même composé de 5 films. Ces 5 films, ils sont pas tous pareils. Voilà, il y a des hauts, il y a des bas, comme dans presque toutes les sagas. Donc cette rétrospective a mis un peu de temps à venir parce que j'avais vraiment envie de faire une bonne vidéo et c'était assez dur quand même de trouver des informations, mais j'en ai trouvé un paquet parce que j'étais sûr que pour une grande production comme ça, avec des beaux lieux de tournage, des beaux décors, c'est normal qu'il y ait eu des problèmes presque. Donc j'ai trouvé beaucoup d'informations. On va parler de la jeunesse du film, on va parler aussi de l'attraction parce qu'au départ le film, je ne sais pas si vous le saviez, mais c'était une attraction de Disneyland. C'est un des rares films qui, au départ, était une attraction et pas l'inverse. Au départ, c'est un film qui s'est transformé en attraction. Donc, la rétrospective sur Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl, elle commence maintenant. N'hésitez pas à mettre un like, à mettre un commentaire, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à vous abonner à mon Instagram. Jarod fait son cinéma et maintenant on peut commencer. Au départ, Pirates des Caraïbes, c'était une attraction que Disney, de Disneyland, comme le manoir hanté avec Eddie Murphy, et la dernière que Walt Disney ait pu tester. Parce qu'après, Walt Disney est mort et donc n'a pas pu tester, on va dire la plupart des attractions que maintenant on connaît tous. Certaines scènes sont copiées de l'attraction, comme quand les prisonniers demandent au chien la clé. C'est une scène qu'on voit dans l'attraction, comme pour les squelettes. Il apportera avec une grande surprise 650 millions de dollars au box-office et le 2 fera 1 million de dollars. Mais ça, on en parlera une autre fois. Le réalisateur, c'est Gore Verbinski. Et lui a immédiatement été séduit à l'idée de mettre en chantier un film de pirates. Selon lui, la piraterie est un monde de liberté, de grands espaces et de mystères. Les sentiments y sont exacerbés, rebelles. Les pirates sont apparus à une époque d'oppression où l'on pouvait être pendu pour le vol d'un simple morceau de pain. Dans des conditions qu'avait-il à perdre? Pour moi, ce film parle de hors-la-loi qui ont un code d'honneur, d'hommes libres, qui n'obéissent qu'à leur conscience et à aucun autre pouvoir. Aucun des personnages n'a voulu devenir pirate. La vie a fait d'eux ce qu'ils sont pour mener leur existence et obtenir ce qu'ils veulent. Ils ont choisi un autre chemin. C'est le 4e long métrage de Gore Verbinski et avec ce film de pirate avec un grand spectacle, l'Américain prouve qu'il est définitivement à l'aise dans tous les registres, aussi différents soient-ils.
Après la comédie burlesque La Souris en 1997, Verbinski s'essaye à la comédie d'action avec le Mexicain, puis signe en 2003 le film d'horreur Le Cercle, The Ring, le remake de Ring. Et entre-temps, il sera venu prêter main forte à Simon Wells pour la réalisation de La Machine à explorer le temps, Time Machine en anglais. Le producteur Jerry Bruckheimer explique le projet Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl était parfait pour Gore parce qu'il valorise son humour et son grand sens de la narration. Il est aussi familier des effets visuels, quelle que soit la contrainte technique, il ne perd jamais son histoire de vue. C'est un conteur avant tout. Il était comme un gamin avec ce projet, très pro dans le travail et complètement surexcité. Le réalisateur a souhaité apporter un maximum d'authenticité à l'apparence des pirates du film. Il dit « Je ne voulais pas qu'il ressemble à ce qui a été déjà vu. Pas de crochet à la main d'une main, pas de bandeau sur l'œil, ni de maillot rayé. À l'époque, les gens ne vivaient pas vieux, les bateaux coulaient, il n'y avait quasiment pas de médecine ni d'hygiène personnelle. C'était assez répugnant, nous ne voulions pas de pirates d'opérette avec des dents bien blanches. Nous les avons d'ailleurs bien servis à ce niveau. » Pour le film, 400 perruques et postiches ont spécialement été créés pour l'occasion. En outre, l'acteur Orlando Bloom, super acteur, a dû subir la pose d'extension capillaire et 900 costumes et entre 400 et 50 coiffeurs et 40 maquilleurs, ce qui est énorme. Le long métrage, le titre était à l'origine Pirates des Caraïbes. Mais la production se disait que le titre, La malédiction du Black Pearl, facilite alors l'appellation d'éventuelles suites en cas de succès au box-office. Et ce film est une preuve de l'attachement que porte le 7e art aux pirates et autres princes de la flibuste. Dans les années 20, le muet Le Pirate Noir, avec Douglas Fairbanks, lance une mode qui se poursuit ensuite au fil des décennies avec le Captain Bloom en 1935, le Cygne Noir en 1942, l'Aigle des mers en 1940 qui pose les bases du genre de façon définitive, puis le Corsaire Rouge de 1952 de Robert Siodmak, où le film de pirates se teinte d'humour, sans oublier les nombreuses adaptations de L'île au trésor de Robert Louis Stevenson, et dans les années 60, le genre devient mineur. Récupéré par le cinéma italien, qui le met en série Z, les années 70 ne parviennent pas à ressusciter le film de pirates, qui nécessite aussi un budget élevé pour les décors, les costumes. Il faut attendre le Pirate 1986 de Roman Polanski et L'île aux pirates 1995 de Ronnie Harlin pour que le 7e art s'y intéresse à nouveau. Si le film de Polanski fait recette, celui de Harlin est proche du fiasco. La renaissance du film de pirates est laborieuse. En 2003, Pirates des Caraïbes tente à son tour de lui redonner ses lettres de noblesse en y incluant une touche de surnaturel. Et je trouve c'est bien parce que ça n'est pas non plus trop fantastique. Jack Sparrow a été inspiré par le guitariste des Rolling Stones. Cette anecdote est assez connue. Le musicien apparaît même dans le 3e film car c'est le père de Jack. Et pour le rôle de Jack Sparrow, Steven Spielberg, qui devait écrire le scénario, pensa, et les producteurs aussi, approcher Michael Keaton, Christopher Walken et Jim Carrey avant de le confier à Johnny Depp. Jim Carrey, j'aurais vraiment bien voulu le voir parce que, je sais pas, ça aurait fait bizarre. Et il aurait aussi été inspiré par le personnage animé Pépé le Putois ou encore les Rastas modernes. Après tout, les pirates étaient un peu les rockstars de leurs époques, résuma Johnny Depp. Comme tout le monde le sait, c'est Johnny Depp qui incarne l'imprévisible et excentrique pirate Jack Sparrow, qui est à la fois voyou, paresseux, drôle, charmeur, romantique, loyal et doté d'un grand cœur. Le personnage et l'histoire ont immédiatement séduit Johnny Depp. Il dit qu'il refuserait de jouer un pirate. Quand j'ai lu le scénario, j'ai été heureusement surpris. Cela allait plus loin encore que ce que j'avais imaginé. Il y en avait en plus beaucoup d'humour et assez de place pour que les acteurs puissent construire leur personnage. Ce film a été l'occasion pour Johnny Depp de participer à une super production hollywoodienne estampillée Disney. Lui qui est d'ordinaire plus familier des films indépendants, là encore a été de taille pour l'américain qui ne croyait pas que l'on pouvait faire des blockbusters avec un esprit d'artisan et une qualité relationnelle pareille. Il a aussi demandé au réalisateur si Jack pouvait ne pas avoir de nez ou avoir peur du poivre. Des idées, si vous avez vu le film, qui n'ont pas plu au réalisateur.
Ce film met en vedette un quatuor de comédiens issus de générations différentes. Johnny Depp et Geoffrey Rush sont les deux plus expérimentés du lot, alors que Orlando Bloom et Keira Knightley, faisant partie de petits... En fait, c'est des petits nouveaux qui sont pas encore de grandes vedettes du 7e art. Et Orlando Bloom a accédé à la reconnaissance internationale grâce à son interprétation de l'elfe Legolas dans la trilogie du Seigneur des Anneaux. Quant à Keira, après un rôle dans Star Wars La Menace Fantôme, elle s'est notamment illustrée dans la comédie footballistique Joue-la comme Beckham. Les deux scénaristes ont été les collaborateurs idéaux pour apporter l'aspect naturel et déjanté du long métrage. Ted Elliott et Terry Rossio sont en effet à l'origine du scénario de Shrek, le film d'animation délirant des studios DreamWorks. Les effets spéciaux qui voient les pirates se transformer en effrayantes créatures, squelettes bizarres on va dire, à la lumière de la lune, ont été signés par ILM, Industrial Light and Magic, la société de George Lucas, désormais reconnue internationalement dans le domaine, et ils vont faire des maquettes 3D, et chaque acteur, puis faire une scène avec les acteurs, puis sans les acteurs qui jouent les squelettes, donc les soldats vont se battre tout seuls, ce qui était quand même bizarre, et ce montage est l'ancêtre et disparaît petit à petit pour laisser place à la performance capture comme Gollum ou Avatar, où il y a tout de suite l'acteur qui joue le personnage. Si vous ne comprenez pas, c'est les gens qui sont en tenue toute bleue ou toute verte. Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl est une fable imaginaire, mais la production du film a néanmoins tenu à se documenter au maximum sur l'histoire des pirates. Pour cela, elle a fait appel à l'historien Peter Twist, spécialisé dans l'histoire des années 1500 à 1900, qui a beaucoup conseillé sur les costumes, le style vestimentaire ou la navigation de l'époque. Il a été sur le tournage pour donner des précisions et les gens autour de lui notaient tout ce qu'il disait pour le mettre dans le film. Quelques animaux évoquent aux côtés des comédiens de Pirates des Caraïbes, comme le singe. Le compagnon du capitaine Barbossa a dû passer de longues heures avec Geoffrey Rush pour s'habituer à l'acteur. Il a également dû assister à sa métamorphose en Barbossa afin de passer pour qu'il puisse reconnaître que c'est l'acteur. Il y a aussi le perroquet de coton, le pirate muet, qui a été interprété par 3 volatiles différents. Et l'un d'eux s'est montré particulièrement turbulent car il a régulièrement attaqué le lobe de l'oreille de l'acteur. Keira Knightley était mineure quand elle a tourné ce film, elle avait 17 ans, ce qui a obligé sa mère à rester pendant le tournage en 2002. Et elle est aussi venue avec quelques vêtements car elle était sûre qu'elle allait se faire virer. Elle a aussi joué dans La Menace Fantôme et des médias disent que c'est un bateau français qui les a sauvés près de l'île où a été tournées les scènes où Jack et Elizabeth sont abandonnés sur l'île Petiana. Parce qu'à un moment, il y a eu un accident et ça sera un bateau français qui va tout simplement les aider. Ils étaient sur un bateau et le bateau commençait à couler. Oui, le bateau il commençait à couler. Et donc c'est un bateau français qui passait par là qui les a aidés. Zoé Saldana, qu'on connaît maintenant, n'a pas trop apprécié le tournage de ce film. Elle dit « C'était mon tout premier tournage dans une super production hollywoodienne où il y avait tant d'acteurs, de producteurs et de techniciens. Nous tournions dans plusieurs lieux différents et certains endroits n'étaient pas si agréables. J'étais très jeune et tout était trop grand pour moi et le rythme un peu trop soutenu. » Elle raconte s'être sentie perdue et avait la sensation que ça n'allait pas. Jerry Bruckheimer, le producteur de la saga à succès, s'est excusé pour cette mauvaise expérience plusieurs années plus tard. Il s'est excusé car il estime que tout le monde devrait passer un bon moment lors des tournages. Zoé Saldana a été émue par cette attention. Et elle conclut en confiant que pour elle, cela est très important de se sentir entendu en tant qu'artiste et que personne. George Rush va être le chef des cascadeurs et va des fois en 5 minutes pouvoir rajouter des choses demandées par le réalisateur dans des scènes de combat préparées longuement à l'avance. Maintenant on a parlé de l'équipe, voilà, des acteurs et voilà. Maintenant on va passer au tournage. Le tournage de Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl a débuté le 9 octobre 2002. Après 2 semaines en studio, l'équipe a tourné à Los Angeles et aux îles Grenadines.
Le tournage en haute mer s'est avéré très difficile pour les organismes. Outre le mal de mer, il a fallu gérer le fait que les décors aux Caraïbes s'échelonnaient sur près de 60 km de long. Les bateaux servaient ainsi à la fois de lieu de tournage et de moyens de transport. Plus de 300 personnes de l'équipe effectuent 1h30 quotidienne de trajet en mer. Il se termine en mars 2003 et ils auront 110 millions de dollars, ce qui ne sera pas assez pour les effets spéciaux. Ils ont 110 millions de dollars en tout, mais ça va pas suffire pour les effets spéciaux. Et vont donc utiliser le moins d'effets spéciaux possible en mettant des faux yeux et des lentilles pour Jack Sparrow. Des lentilles anti-solaires pour Jack Sparrow pour qu'il ne plisse pas les yeux sous le soleil. Le 10 septembre 2002, un incendie est survenu sur le plateau. Personne n'a été blessé, mais les dommages matériels se sont élevés à 350 000 dollars. Il y aura aussi la scène où on découvre Monsieur Gibbs qui dort avec des cochons, qui a été une scène qui a retardé de 3 heures, car les cochons ont fait une sieste. Et donc ils ont dû faire une autre scène, puis refaire la scène à 3 heures du matin. Il y a aussi un bateau qui est parti tout seul. Et c'est le réalisateur qui va filmer à l'arrache pour la scène où tu as le bateau de l'Inceptor qui part tout seul. Avant le début du tournage du premier film, un décor fut construit pour ressembler au Black Pearl. Mais les producteurs décident finalement d'agrandir un navire existant, le Sunset, pour le transformer en Black Pearl. Ayant navigué dans des endroits tels que Hawaï et l'Alabama, le Sunset semblait être le navire idéal pour le Black Pearl. Pour ce faire, le concepteur de production Rich Heinrichs a décidé le Black Pearl sur le Sunset. Et le fait que Disney ait utilisé un vrai navire pour filmer le Black Pearl montre le niveau du dévouement dont ils ont fait preuve lors de la réalisation des films. Et cependant, les suites du film ont été tournées après bien évidemment le 1, mais le 3 a été tourné en même temps que le 1. Il y a aussi, comme je vous l'ai dit avant, le bateau avec l'actrice qui joue Elisabeth et sa mère qui a heurté un récif et qui a commencé à couler. Et donc, ils ont arrêté les tournages en lieu réel. Dans ce film, il y aura 32 canons. Même si tu as d'autres bateaux qui vont avoir juste 20 canons, c'est quand même énorme. Il y a aussi le Blackbird qui est une combinaison de 2 navires, le Galion et un Indiaman, c'est un vaisseau des Indes. Et le Black Pearl est généralement considéré comme le navire à Jack Sparrow. Mais à plusieurs reprises dans la franchise, il a appartenu à Barbossa. La première fois, Barbossa a trahi Jack et a pris le navire pour chercher un trésor. La deuxième fois, Barbossa et Jack ont mené le Black Pearl ensemble. Et la troisième fois, c'est lorsque Barbossa à nouveau l'a volé pour combattre Barbe Noire. Sur l'île de la Muerte, pour l'info, il y a des objets qui appartiennent à Indiana Jones. Et le pistolet de Jack Sparrow est un vrai. Les acteurs ont été formés en escript par Bob Anderson qui a travaillé sur Le Seigneur des Anneaux ou même l'Empire contre-attaque. C'est un tournage assez calme quand on connaît les tournages du 2e et 3e film qui ont été tournés presque en même temps. Et là, j'avais envie de vous le dire vers la fin. Mais Michael Eisner, patron de Disney, va essayer de stopper le tournage car Disney tourne un autre film, les Country Bears. C'est normal que vous ne connaissiez pas, parce que il n'est pas connu, parce que aussi c'est un échec. Et en fait, les Country Birds, c'est en même temps aussi issu d'une attraction Disney. Et le réalisateur veut s'arrêter, parce qu'il ne veut pas un deuxième échec, et demande à l'équipe de tout arrêter. Mais le réalisateur ne va pas arrêter, il va demander à l'équipe de continuer. Il va même demander à Michael Eisner de venir sur le tournage, et que s'il aime le tournage du film, le film peut continuer. Il viendra sur le tournage et va adorer ce qu'il va voir. Le tournage du film n'a été fini que 4 mois avant sa sortie, ce qui a obligé le réalisateur à travailler 18 heures par jour pour finir la post-production à temps. Il pense que le film sera un échec et pense qu'il ferait mieux de sortir le film tout de suite en DVD en cas d'échec. Dans ce film, il y a plusieurs scènes qui ont été supprimées, comme la rencontre avec Will Turner, version complète, où Will qui aide Jack à s'enfuir de prison,
où t'as Jack Sparrow qui va lui pointer son arme vers la tête, qui va dire parce que Will va lui demander pourquoi il l'a pas tué, et Jack Sparrow va lui dire parce que je n'ai pas eu le bon moment. Il va lui pointer et il va dire mais ce moment n'est pas encore arrivé. Et il y a encore une scène où il y a Jack et Will à Tortuga, et en fait c'est beaucoup de scènes où on voit la complicité de Will et Jack. Ce film, qui dit Disney, dit procès. Voilà. Ce film, c'est le premier procès contre Disney pour violation, c'est beaucoup plus simple, de droits d'auteur au sujet de Pirates des Caraïbes, par Royce Matthew en 2005, pour la transformation des pirates en squelettes. Alors, j'ai pas trop compris, mais t'as Royce Matthew qui a fait un procès à Disney parce que ils ont transformé les pirates en squelettes à la suite de la malédiction, et voilà, c'est juste ça. Et il y a une seconde plainte qui date cette fois de 2006, parce que après le succès de la comment dire, après le succès de la franchise, Disney publie plusieurs ouvrages présentant les esquisses de l'attraction, mais attribués à différents auteurs avec des différences. Les dessins sont ceux de Mark Davis et Colin Campbell dans un livre publié en 2009. Et Matthew invente un troisième procès en mai 2013 qui argue que Disney avait modifié ses esquisses en raison d'un délai dépassé et qu'il n'a pas annulé. Et donc il a dû annuler son formulaire de retrait de 2007, et un juge annule sa plainte en avril 2015. Son troisième procès est annulé en avril 2017. J'ai rien compris à ces procès. Rien compris. Donc maintenant on va passer à ma critique. Il y a un truc très important qu'on a oublié. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de rétrospective, de sortir le petit DVD et le petit Jack Sparrow. Bah oui. Et faut sortir le Jack Sparrow. Donc je vais le mettre là. Comme ça, Jack Sparrow, il est toujours avec nous. Donc, ma critique, c'est ça, 2 pages. C'est mon film, c'est un de mes films préférés. Pourquoi ? Parce que j'adore cette ambiance. Les plans sont très beaux et complexes. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Et franchement, quel bonheur. Quel bonheur. T'as plein de personnages. On a le temps de comprendre chaque personnage. J'aime ce film car l'histoire est bien et le film est beau visuellement. Les Caraïbes et les décors sont merveilleux. Les pirates sont aussi des choses qui m'intéressent. Un super film en fait coloré. L'affiche est très jolie. Je trouve que c'est une des plus belles. La musique est bien et Johnny Depp est parfaitement marrant. Pour le rôle, il n'y a pas mieux. Chers amis, Milady, que cette journée demeure celle où vous avez failli capturer le capitaine Jack Sparrow. La scène du début qu'on découvre Jack Sparrow avec le bateau qui coule, c'est une scène parfaite. On découvre bien les personnages. Et dans cette scène, on voit tout de suite comment est Jack Sparrow. C'est pour ça que cette scène, elle est culte. On pense toujours que Jack Sparrow, en fait, ne va pas réussir, mais ça marche. À chaque fois, il essaye de tourner un truc pour qu'il y arrive, et il y arrive tout le temps. Les répliques sont géniales, surtout celle de Jack. C'est un très bon film d'aventure familial. J'adore la scène du combat dans la forgerie chez Hellbound. J'aime bien quand les pirates veulent kidnapper Elizabeth dans sa maison, ce qui est assez drôle avec le duo de pirates, avec l'autre avec son œil en verre. C'est pour ça que j'adore dans ces films, parce qu'il y a toujours un duo de 2 personnes, où les 2 personnes, on va dire, sont un peu cons, il n'y a pas d'autre mot.
ils sont toujours à côté de la plaque. Et ben, je sais pas, mais j'adore ces duos. Exception de celle-ci. Poupée. C'est un bonheur de voir ce film. J'ai l'impression, à 34 minutes du film, on a l'impression que la lune a des yeux. Je sais pas si ça a été voulu ou pas. Tout le film, on en connaît plus sur les personnages. C'est ça que j'aime bien, on va dire, par rapport à Star Wars. J'adore la scène quand ils sont sous le bateau dans la mer. Bon, je pense pas que ça marche. Je pense pas que si tu mets ton bateau à l'envers et que tu vas tout au fond de l'océan, tu peux respirer. Ou c'est de la folie, ou c'est du génie. Ce qui est étonnant, c'est que souvent ces deux qualités vont ensemble. Tu peux le faire avec un verre, mais je sais... Bon, si vous avez déjà essayé chez vous, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, si... Bon, je sais pas si... Peut-être Ghost, vous l'avez fait. Bon, je sais pas si vos parents ils seraient très contents, mais... Mais ça va pas, Baptiste, qu'est-ce que tu fais? Mais t'es pas net? Mais non, je fais un truc. Non, t'arrêtes ça, Baptiste! Dans ce film, il y a vraiment un très grand nombre de figurants. Ça me fait rire en fait que Jack Sparrow n'a jamais peur. Il est des fois entouré de 30 soldats. Lui, il est comme s'il y en avait deux. J'aime que Will et Jack ne soient pas... soit au début ennemis, puis après amis. Parce qu'en fait, pendant toute la franchise, on va voir, t'as des personnages après qui vont se rebeller contre Jack. Après, ils seront encore amis. Alors, j'adore cette malédiction, car en fait, on voit les squelettes bouger. Même après 1 heure du film. Mais c'est une histoire simple mais complexe, ce qui explique la durée du film. Mais en fait, on ne s'ennuie jamais, parce qu'il y a toujours de l'action ou quelque chose, une beauté. Le Black Pearl, en fait, il est même pas très beau. Est-ce qu'il est dégueulasse? C'est en fait pour moi une épave avec des toiles déchirées, voilà. Donc c'est pas... Voilà. Mais pour la malédiction avec les squelettes qui ont, on va dire, des trous partout avec... vu qu'on voit leurs os, je trouve c'est pas mal de mettre un bateau comme ça. L'attitude de Jack Sparrow est géniale quand il n'y a plus de rhum. Quand sur l'île, il n'y a plus de rhum. J'adore cette scène. L'ombrage, le rhum. Oui, on n'a plus de rhum. Pourquoi on n'a plus de rhum? D'abord, parce que c'est une boisson indigne qui fait de l'homme le plus respectable un fripon de bas étage. Ensuite, cette fumée noire monte à plus de 300 mètres. Et je sais que toute la flotte royale me cherche en ce moment. Croyez-vous qu'il y ait réellement le moindre risque qu'elle leur échappe? Mais pourquoi on n'a plus de rhum? Attendez, capitaine Sparrow. Le film passe super vite, les squelettes sont super. Ils sont bien moches. Et on reconnaît les personnages, et ça c'est très bien. La transition quand Sparrow est en squelette à la lumière, parce que vers la fin, quand ils sont dans l'île, t'as la lumière derrière Sparrow, il est normal, il recule et d'un coup il est moitié humain, moitié squelette. Ça c'est une très très bonne idée. Dans ce film il y a plein de rebondissements où tu sais plus trop qui est vraiment gentil en fait. Je croyais que c'était Michael Bay le réalisateur, je me suis trompé. Et pour ceux qui ne savaient pas, il y a aussi une scène post-générique où t'as le singe qui crie comme la vidéo de la chef sur YouTube. La musique est aussi très 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 bien. Bref, tout est bien pour un bon film. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner aussi à mon Insta, Jarod fait son cinéma. Ça me fait extrêmement plaisir de parler de ce film. J'espère que vous aussi vous allez l'aimer. La prochaine rétrospective c'est sur Jurassic Park. Et surtout, pourquoi j'ai parlé de ce film maintenant? Parce qu'il est sorti en 93. Il a donc 30 ans. On fête l'anniversaire des 30 ans de Pirates des Caraïbes. Et au lieu de mettre Joyeux anniversaire de Patrick Sébastien, j'ai envie de parler d'une chanson très émouvante que j'ai appris l'existence. Vous allez comprendre, c'est les Bratislava Boys. She is a verdizat.
Là, tu dis le nom de la personne, c'est le vernisseur aujourd'hui? Donc, merci d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Donc, on se retrouve à la prochaine. C'était Jarod Sparrow. Bis.